Je me suis expérimenté directement en bourse, du coup sûrement en 2020 aussi, où j'ai investi un peu au pif sur des entreprises. Donc il y en a qui ont performé, dans l'ensemble ça n'a pas trop performé parce que je ne m'étais pas formé et j'avais pas du tout analysé les boîtes. Donc, moi mes objectifs de fond, hein, c'est pas l'argent en tant que tel, hein, c'est vraiment la liberté que ça peut apporter, ne plus dépendre uniquement du travail et pourquoi pas à terme que les investissements en fait deviennent ma source principale de revenus, hein. En immobilier, ce serait peut-être 1 million d'euros brut à 40 ans. Honnêtement, je vois pas ce qui pourrait trop moins l'empêcher. Et je crois que j'ai eu aucune croyance de devenir riche vite. Voilà, donc tout ce qu'on peut se dire sur ça, j'y ai jamais cru. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans mon nouveau et premier podcast. Alors aujourd'hui, je vais interviewer un grand ami à moi, qui s'appelle Marius. Bonjour à tous. Alors, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Alors Marius Chailloux, 24 ans. Donc je suis acheteur depuis peu en Slovaquie, sous contrat en VIE. Je viens de terminer mon master aussi il y a quelques mois et du coup j'habite à Bratislava. Ok, super. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours scolaire? Ouais, alors moi j'ai fait un bac ES, hein, j'ai été directement attiré par l'économie. Ensuite j'ai enchaîné avec un DUT TC, donc dans le commerce également. J'ai eu la chance de pouvoir faire de l'alternance dès la deuxième année. Donc là j'étais commercial itinérant, donc j'ai pas mal gagné en autonomie. Ensuite, je suis parti, j'ai fait une année de césure à Malte, donc avec objectif principal d'apprendre l'anglais. Je devais partir en Australie, mais avec le Covid, c'était pas possible. Donc là-bas, j'ai fait des petits jobs au début, barman, et puis à la fin, j'étais commercial. Puis je suis revenu, j'ai fait un bachelor en supply chain, donc à Angers, donc toujours en alternance dans l'agroalimentaire. Puis j'ai fini par un master en achat donc à l'école de commerce de Cage à Bordeaux et j'étais en alternance à côté de Nantes dans une entreprise qui s'appelle Manitou où là j'étais en charge d'achats industriels. Et donc depuis peu j'ai rejoint la Slovaquie en tant que VIE, donc toujours dans les achats industriels chez Forvia, donc c'est de l'automobile. Ok, super intéressant. Et au niveau de ton cadre, de ton enfance, où est-ce que tu as vécu? Raconte-nous un peu ça. Oui, alors moi j'ai eu une enfance plutôt stable et classique, on va dire. Moi, mon père était agriculteur, il l'est toujours d'ailleurs. Donc j'ai grandi sur une exploitation agricole. J'avais la chance d'être à côté de mes cousins qui sont du même âge que moi. Donc on avait une vie sociale très présente, hein. On se voyait quasiment tous les jours. Quand on avait école, on se voyait le soir, sinon les week-ends. On était tout le temps dehors. Donc on n'avait pas de jeux vidéo, très peu de téléphone. On faisait beaucoup de sport. Et puis on avait des parents qui étaient plutôt permissifs et qui nous offraient pas mal de liberté. Donc on bougeait aussi souvent. Donc c'est aussi pour ça que j'ai été autonome assez vite, je pense. J'ai pas parlé de ma mère, mais elle était infirmière, et elle l'est toujours. Et aussi, oui, j'étais dans un petit village, moi, donc à Brissac, à côté d'Angers. Et mes grands-parents étaient à côté, mes oncles et tantes aussi, donc c'était quand même agréable de pouvoir vivre cette enfance à côté de ses proches. Ok, super, t'as l'air d'avoir passé une très belle enfance. Et j'en suis d'ailleurs témoin. Oui, c'est vrai, j'ai pas Donc, parlé de toi. c'est super sympa de m'avoir oublié. Non mais revenons dans le vif du sujet et revenons aux questions. Donc je voulais savoir quelles ont été tes principales inspirations dans ta jeunesse. Euh, bon, c'est vrai que là c'est un podcast d'investissement, mais quand j'étais jeune, heureusement, j'étais pas sur ce type de sujet. Moi, j'étais passionné par le foot, hein. Voilà, j'avais plein de posters de foot dans ma chambre. Et j'étais un grand passionné de Cristiano Ronaldo. Et donc, c'est vrai qu'en termes d'inspiration, tout ce qui a été travail, discipline, euh, de la rigueur, de la constance, c'est des valeurs que j'essayais avant d'appliquer au sport et aujourd'hui que j'essaie d'appliquer dans ma vie en général.
Ah, c'est vrai que quand tu as des figures aussi emblématiques, on peut le dire, comme Cristiano Ronaldo, c'est vrai que ça te pousse à toujours t'améliorer, et ça dès le début de ta vie, finalement. Et justement, ce genre de mindset, ça peut beaucoup influencer les investissements. Donc, parlons directement d'investissement. Et quel a été pour toi le déclencheur qui t'a fait penser à l'investissement? Alors je me suis réveillé un matin. Non, je rigole. Non, c'était en 2000. Ça devait être en 2020 pendant le Covid. Euh, donc comme je t'ai dit, à cette époque, j'étais commercial itinérant, donc je faisais beaucoup de voitures tout seul sur la route. Donc on pense à beaucoup de choses. Le soir, j'étais à l'hôtel et c'était pendant la période Covid. Donc on était seul aussi. Et après, chez moi, bah, on sortait plus non plus. Donc c'est vrai que j'ai trouvé ce centre d'intérêt. Euh, et c'est vrai que du coup, l'investissement euh, a été, euh, vu comme une nouvelle peut-être opportunité pour moi, en tout cas un centre d'intérêt. Et c'est vraiment sur YouTube qui a été ma source principale d'apprentissage. Je commençais à regarder des vidéos de certains YouTubeurs et plus je regardais des vidéos, plus ça m'intéressait. Donc j'ai euh, j'ai continué. Euh, voilà, c'est comme ça que j'ai découvert un peu par hasard à cause du confinement à fouiller un peu sur YouTube le monde de l'investissement qui a été d'abord les marchés boursiers. Ok, d'accord, intéressant. Donc c'est à peu près le même profil que moi, je dirais, au niveau des débuts. Donc intéressant, tu parles de... Ça a commencé par la bourse, du coup. Et tu avais quel âge à ce moment-là, quand tu as fait ton premier investissement réel? Alors effectivement, si on parle euh, du premier investissement, ça devait être au lycée, mais c'était pas la bourse. C'était comme toi, on avait acheté des bitcoins à l'époque qui devaient valoir moins de environ 5 000 euros. Donc ce qui est très peu, mais c'était pas vraiment un investissement, c'était plus pour financer un autre investissement qui s'est terminé un peu en système de Ponzi où on n'a rien gagné du tout. Donc c'était une première expérience pas réussie, mais toujours bonne à prendre avec des petites sommes. Et puis après, j'ai eu, je me suis expérimenté directement en bourse, du coup sûrement en 2020 aussi, où j'ai investi un peu au pif sur des entreprises. Donc il y en a qui ont performé, dans l'ensemble ça n'a pas trop performé parce que je m'étais pas formé et j'avais pas du tout analysé les boîtes. Mais, euh, mais voilà, c'est sous cette forme d'investissement un peu bancal que je me suis lancé. Ok, ok. Est-ce que tu arriverais à me résumer un peu la chronologie de tes types d'investissements, donc passé, présent, futur? Ouais, alors on va dire que aujourd'hui, enfin de 2020 à aujourd'hui, euh, j'ai investi dans la bourse et ce sera toujours un investissement futur, hein. C'est peut-être même le cœur de ma stratégie, en tout cas c'est l'investissement qui me plaît le plus. C'est mon sujet préféré. Je me suis aussi lancé dans l'immobilier, comme tu le sais, enfin, je me suis vraiment lancé en 2024, mais je m'intéresse à l'immobilier peut-être depuis pareil 2021-2022. Donc ça veut dire que c'est mon deuxième socle. Euh, je suis dans l'immobilier essentiellement pour l'effet de levier, hein, sinon je n'y serais pas. Et sinon la crypto, elle reste présente mais minoritaire, hein, c'est plus spéculatif. C'est pas un sujet qui m'intéresse particulièrement, donc c'est pas un sujet que je suis. Et donc par conséquent, c'est un sujet un peu, un investissement un peu, pas plaisir, mais très spéculatif en tout cas. Mais dans le futur, je vais forcément du coup renforcer mon duo immobilier-bourse, qui sont mes deux piliers principaux. Ok, intéressant. Et tu parlais tout à l'heure de tes débuts en formation, donc grâce à YouTube. Et donc globalement, sur les différents types d'investissements, que ce soit immobilier ou bourse, comment tu t'es réellement formé, donc plus sérieusement, on va dire? Oui, alors effectivement, euh, c'est vraiment grâce à YouTube. Pour moi, c'est vraiment une mine d'or numérique gratuite, que ce soit sur tous les sujets. Donc moi, effectivement,
c'est la bourse et les investissements, mais c'est vraiment sur tous les sujets. Donc ça a été vraiment le pilier principal. J'ai lu quelques bouquins aussi, notamment quand j'étais à Malte. Euh, et j'ai fait une formation en ligne, mais tu vois, c'est d'une personne que j'ai connue sur YouTube. Donc tout part de YouTube, parce que même les livres que j'ai lus, en fait, c'était de certains YouTubeurs. Enfin, la plupart. Donc voilà, après avec une formation en ligne un peu plus structurante, où j'ai appris des trucs, mais pas forcément beaucoup plus que ce que je pourrais trouver sur YouTube. En tout cas, c'est plus structuré, donc ça peut être plus simple pour apprendre. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'on n'apprend pas grand-chose en regardant la télé, en tout cas. C'est clair que niveau investissement, la télé, c'est sûrement pas le meilleur outil. Mais du coup, oui, pour te reparler de YouTube, en fait, je suis tombé sur un YouTuber qui s'appelle Roman Payet, et du coup, de là, j'ai pris sa formation, et en fait, je le suis depuis ses débuts. À l'époque, il n'était pas très connu, là maintenant, il est quand même plus connu. Mais du coup, depuis 2020, je suis sa stratégie. Donc, c'est une méthode à long terme, hein. Moi, je fais pas du tout du trading sur des actions de qualité. Euh, donc ça permet de pas forcément s'éparpiller. J'ai eu de la chance de tomber sur les bonnes personnes dès le départ, ce qui n'est pas toujours le cas, hein. Donc on peut se tromper, mais je sais pas, moi je trouve que j'ai peut-être une bonne intuition sur certaines personnes qui veulent vendre leur formation comme ça, et puis d'autres avec du contenu plus enrichissant. Donc voilà, hein, globalement aujourd'hui c'est un youtubeur que je suis parmi tant d'autres. Donc, est-ce que tu pourrais me dire pourquoi tu as investi, me citer quelques exemples? Ça pourrait peut-être permettre à des personnes qui n'investissent pas encore de les convaincre à investir et peut-être prendre leur futur en main, on va dire. Alors pourquoi j'investis? Bah, en fait, moi j'ai de la chance parce que l'investissement, déjà, ça me plaît. Et je comprends que pour la majorité des gens, ce soit pas le cas. Et dans ce cas-là, ça va être compliqué de gérer ça soi-même, parce que ça prend quand même un peu de temps. Moi j'ai une attirance naturelle déjà pour les chiffres, pour l'économie, pour la géopolitique. Donc voilà, au début, quand on investit, si on ne veut pas y passer le temps, ça va forcément être assez spéculatif. C'est logique quand on commence, mais après, on doit avoir une vision plus long terme et se former. Sinon, ça va être un peu difficile, et autant déléguer cette gestion. Donc aujourd'hui, c'est devenu une passion, mais moi, mes objectifs de fond, hein, c'est pas l'argent en tant que tel, hein, c'est vraiment la liberté que ça peut apporter, ne plus dépendre uniquement du travail, et pourquoi pas à terme que les investissements en fait deviennent ma source principale de, de revenus, hein. Mais là, tu me parlais d'encourager un peu tout le monde à investir. Je pense que sans vouloir se former sérieusement, c'est compliqué, parce que on va être amené à faire beaucoup d'erreurs, et c'est pas ce qu'on recherche en investissement. Ok, très clair. Et du coup, tu parlais un peu des investissements à terme. Et est-ce que du coup, tu as des objectifs précis en termes d'investissement, donc pour le futur, justement? Alors, c'est vrai que moi, j'ai pas de. Contrairement à toi, on en a parlé tout à l'heure, j'ai pas vraiment d'objectif euh, chiffré. Peut-être que je devrais en avoir. En tout cas, j'ai réussi à acquérir cette discipline qui ne m'oblige pas à avoir des objectifs pour pouvoir investir tous les mois. Alors, bien sûr, je me suis déjà posé la question. Mais voilà, à moyen terme, peut-être, je sais pas, à 30 40 ans, j'aimerais bien avoir un patrimoine du coup solide en bourse et en immobilier. Et puis avant 50 ans, pouvoir prendre ma retraite avec la liberté financière. En tout cas, si j'avais deux scénarios idéaux, en immobilier, ce serait peut-être 1 million d'euros brut euh, à 40 ans. Honnêtement, je vois pas ce qui pourrait trop moins empêcher, à part de la procrastination, ou alors si la situation me convient avant. Et après, j'aimerais bien aussi avoir 1 million en bourse. Alors à 40 ans, c'est peut-être un peu juste, ou alors
à 50 ans. En tout cas, je sais que la bourse, le plus difficile, c'est de 0 à 100 000. Et après, avec les intérêts composés, ça peut être un peu plus simple. Mais voilà, si je suis réaliste, en fait, l'immobilier, ça demande du travail et l'effet de levier euh, permet en fait d'arriver plus vite, je pense, au palier du million d'euros, là où la bourse, tu as vraiment besoin d'investir ce capital. Ok, très intéressant. Donc justement, on va rentrer plus en détail dans le sujet de la bourse, donc un sujet qui est important pour toi. Alors, est-ce que tu peux nous décrire un peu plus précisément ta stratégie en bourse? Et ben moi, ma stratégie, c'est une stratégie déjà long terme, c'est-à-dire que je suis pas le mec devant son PC qui va vendre ou acheter des actions toutes les 2 heures ou même toutes les semaines. Voilà, quand je rentre dans une entreprise, c'est vraiment pour y rester un maximum de temps, sauf si des éléments font que ça se dégrade et du coup à ce moment-là je vendrai. Mais c'est du long terme dans des actions de qualité à des prix raisonnables. J'ai aucune, et je crois que j'ai eu aucune croyance de devenir riche vite. Euh, voilà, donc tout ce qu'on peut se dire sur ça, j'y ai jamais cru. Je suis quelqu'un d'assez discipliné, et, pas pour tous les sujets, mais j'ai aussi une forme de patience. Donc ça peut servir. Donc voilà, pas de spéculation, pas de trading. Et je suis majoritairement aujourd'hui sur le marché américain, euh, qui est le marché qui permet le plus, le plus grand rendement. Bah, les entreprises de meilleure qualité sont sur le marché américain, ça, il n'y a pas de, il y a pas de doute. Et je trouve aussi qu'autour des États-Unis, il y a quand même un meilleur cadre économique qu'on ne retrouve pas malheureusement en Europe. C'est vrai que sur Internet, de nos jours, il y a beaucoup de vendeurs de rêves, donc ça, c'est vrai qu'il faut se méfier à ce niveau-là. Et justement, en termes de rendement au niveau de la bourse, est-ce que tu vises un certain rendement? Bah en fait, le rendement, j'ai pas de chiffres comme ça parce que mon objectif clair, c'est de battre le marché. Sinon, je ferais pas de stock picking, de sélection d'actions. Euh, je suis l'indice, donc S&P 500 ou MSCI World, et mon objectif, c'est de le battre. Sinon, il n'y aurait aucun intérêt à faire du stock picking. Donc, donc si je ne bats pas l'indice, autant investir en fait en ETF directement, qui sont des paniers d'actions où on ne se prend pas la tête à analyser les entreprises. C'est beaucoup plus simple. Pour l'instant, je le bats et j'ai une conviction à long terme que ça peut faire la différence. Et je- c'est un travail que j'aime faire aussi. Donc voilà pour répondre à ta question sur le rendement. Ok, très clair. Et du coup, ce serait intéressant de savoir quels sont tes courtiers que tu utilises en bourse. Ouais, mes courtiers. Donc effectivement, moi, mon courtier principal, c'est Interactive Broker, comme toi. Euh, C'est même moi qui te l'ai fait découvrir, je crois, ou des youtubeurs, je sais pas, mais je sais qu'il est très recommandé parce que c'est le courtier le plus complet. Historiquement, il est là depuis des années. Euh, il a des frais hyper compétitifs. Par contre, il n'est pas adapté aux débutants. Et quelqu'un qui se lance en bourse, je recommanderais pas Interactive Broker. Par exemple, là, j'ai ma copine qui s'est lancée en bourse. Elle est sur. Je lui ai conseillé Trade Republic parce que l'interface est simple et il y a aussi des frais qui sont quand même qui restent plus bas que les banques traditionnelles. Et je pense déjà le fait de prendre l'habitude d'investir tous les mois sur une plateforme simple, elle est plus facile à acquérir que sur Interactive Broker où enfin, tu comprends, au début tu comprends rien. Et donc j'ai ça sur mon compte titre. Du coup j'investis sur les actions américaines et du monde entier, principalement américaines. Et sinon j'ai mon PEA, donc ça c'est une enveloppe fiscale que permet la France pour investir sur les entreprises européennes. Donc là, sur ce PA, je suis chez Boursobank. Simplement parce que c'est ma banque aussi principale. Euh, et donc c'est une banque en ligne, donc les frais sont aussi corrects. Euh, c'est la banque que j'utilise au quotidien, donc c'est pour ça que j'ai fait ce choix par simplicité. Ok, donc si je résume, en bourse, tu vas investir sur le compte titre, donc sur les actions principalement américaines.
Et tu as aussi un PEA, donc sur Boursorama. Tu n'as pas d'autres enveloppes pour la bourse Et bah non, puis j'en vois pas forcément l'intérêt. Effectivement, hein, compte titre, c'est mon compte principal. PEA, je vais avoir une ou deux actions dessus. C'est euh, c'est très peu. Euh, Si on parle d'autres enveloppes fiscales, on nous parle du PER, de l'assurance vie, donc j'en ai pas encore. Parce que je trouve que les performances restent assez médiocres. Même si j'envisage l'assurance vie, parce qu'en fait, tu as un avantage, un avantage fiscal au bout de 8 ans. Donc peut-être de le démarrer là-dedans et de le déclencher maintenant sans forcément trop investir dedans, ce serait peut-être une bonne chose. Mais je préfère me concentrer sur CTO, PEA qui historiquement sont les, euh, les, les enveloppes d'investissement les plus rentables. Ok, très clair. Donc du coup au niveau de la bourse, particulièrement pour le compte titre, donc j'imagine que tu achètes tes actions en dollars et non pas en euros du coup. Donc si oui, explique-moi un peu le processus de change de monnaie. Donc est-ce que tu fais tes virements en euros? Comment ça se passe ensuite pour les mettre en dollars? Est-ce que tu as des frais? Explique-moi un peu le déroulé de cela. Donc ça a été un problème dans le temps où Interactive Broker était peut-être pas le plus compétitif pour convertir, ou du moins ça se faisait pas automatiquement. Et là maintenant, les deux sont possibles. Donc pour moi, c'est plus un sujet en fait. C'est-à-dire que je fais mes virements en euros sur mon compte et directement j'achète mon action en dollars. Sauf que la conversion est automatique avec des frais qui sont les plus compétitifs du marché. Euh, donc c'est vrai que je n'ai plus cette question-là grâce à Interactive Broker qui a très bien automatisé la chose. Ok, super, donc un développement plutôt intéressant pour toi. Et est-ce que tu pourrais nous dire un peu le rendement annuel que tu as depuis tes débuts? Parce que les gens connaissent principalement le livret A, donc avec un taux à 1,7%. Donc comment on peut imaginer des rendements en bourse, notamment dans ton cas? Donc oui, au niveau de mes rendements annuels, alors déjà récemment, là, depuis Trump, il y a eu une dévaluation du dollar face à l'euro. Donc ça avait été l'inverse avant, depuis des années où l'euro se dépréciait face au dollar. Là c'était l'inverse. Donc effectivement, vu que je suis investi en dollars, ça m'a pas trop arrangé. Mais j'ai quand même une performance. Du coup, je suis en bourse depuis 5 ans et je crois que ma performance se situe autour de 60-70%. Donc ça fait à peu près une dizaine de pourcents par an sur 5 ans. Donc ça me permet de battre en tout cas les indices. Mais bon, je suis quand même conscient que là, ça a été des années quand même très favorables et que ça se reproduira peut-être pas tous les ans. Mais du coup, je suis satisfait de mon rendement. Ok, super. On sait que la fiscalité, c'est un vrai sujet, surtout en France. Donc, est-ce que tu pourrais peut-être nous dire combien de temps par an tu consacres pour ta déclaration d'impôt? Est-ce que tu as un IFU chez Interactive Broker? Comment ça se passe? Alors oui, l'IFU, alors non, il n'y en a pas sur Interactive Broker. Si tu me rappelles ce que c'est quoi? C'est le papier qui fait que après tu déclares directement sans te poser de questions sur ta fiche d'impôt. Alors, c'est un outil l'IFU pour remplir automatiquement ta déclaration d'impôt via ton courtier. Ah oui, Donc, ça facilite beaucoup la déclaration d'impôt chaque année, du coup, on va dire. ok. Donc oui, il doit y en avoir sur PEA, mais bon, sur PEA, vu que tout reste dans l'enveloppe, il n'y a pas besoin de déclarer. Et sinon, sur mon compte titre, Interactive Broker n'a pas d'IFU. Mais du coup, moi, je déclare mes impôts depuis 2 3 ans peut-être, euh, solo. Je réalise peu de ventes, donc je déclare juste mes plus-values avec les... Non, enfin, juste mes dividendes. Et en fait, grâce à une méthode que je suis, auquel je suis abonné tous les ans, celle de Roman Payet, comme j'en ai parlé, elle permet d'accéder en fait à un outil fiscal euh, qui est issu d'ailleurs d'un membre de la communauté qu'il a créé. Et du coup, en fait, on importe les relevés
d'Interactive Broker dans cet outil. Et du coup, après, il nous indique exactement ce qu'il y a à remplir sur la fiche d'impôt. Du coup, je passe vraiment 30 minutes à remplir ma déclaration d'impôt, quoi. Ok, super. Donc on voit un peu l'importance d'être accompagné, notamment avec des formations sur le long terme. Alors on va s'éloigner peut-être un petit peu sur cette question et je sais que tu as fait un prêt étudiant il y a quelques années. Donc est-ce que c'est pas trop impactant pour toi de devoir rembourser chaque mois ce prêt-là? Et dans combien de temps est-ce que tu auras fini de rembourser la totalité du prêt? Alors, pour ta première question, non. Et la deuxième, je l'ai pris sur 10 ans et ça fait peut-être 2 ans que je l'ai. En Ok. fait, je l'avais déjà contracté un prêt étudiant à 10 000 euros. Je devais être en bachelor. Et puis un an après, je suis retourné voir mon banquier et je lui ai dit, mais en fait, je veux 50 000 parce que les taux étaient à moins de 1%. Et moi, j'ai pas du tout pris ce prêt étudiant pour mes études, hein. Je suis un peu comme ceux qui ont fait un prêt étudiant pour acheter des places de parking. C'est juste que j'ai vu l'intérêt du taux bas et de la liquidité que ça t'apportait derrière. Donc effectivement, moi je l'ai placé aujourd'hui sur des supports plutôt sûrs. Ça va me servir à l'avenir pour d'apport en fait pour mes biens immobiliers. J'ai notamment aussi un projet avec quelqu'un que j'ai rencontré qui est devenu mon artisan, mais à travers une foncière immobilière qui demande quand même un certain nombre d'apports. Donc euh, je vois cette épargne comme source en fait d'apport dans l'immobilier. Et en fait, au pire des cas, je peux rembourser mon prêt du jour au lendemain. J'ai les liquidités disponibles, hein. Je ne l'ai pas flingué en boîte de nuit ou autre. Euh, je fais pas n'importe quoi avec. En fait, j'ai juste profité des taux d'intérêt bas pour pouvoir investir en immobilier. Mais du coup, ouais, c'est pas pour tout le monde. Je le recommande pas parce que déjà c'est illégal de contracter un prêt étudiant si on en fait cet usage, je pense. Mais en tout cas, ça peut être un excellent levier quand c'est bien utilisé. Ok, c'est vrai que des taux aussi bas, ça peut être une réelle opportunité, mais il faut se méfier de Mm. pas tout mettre sur une crypto qui va perdre toute sa valeur Ouais. en 15 jours. Ouais, puis faudrait pas que ma banquière m'entende, quoi, je pense. On ne lui dira pas, y a pas de problème. Et je voulais aussi savoir comment tu adaptes tes changements de vie, donc de métier, de localisation, et notamment de salaire. Donc avec ton DCA, est-ce que tu arrives toujours à garder le même DCA? Et bah écoute, moi, euh, contrairement à toi où ton DCA va peut-être baisser, moi il a toujours été plus ou moins progressif. Donc ça a commencé de tout début, hein, dès ma première alternance. Donc là j'avais des revenus faibles, alors c'était un DCA plutôt modeste, hein. Donc le DCA c'est quand on investit tous les mois une certaine somme d'argent en bourse, quelles que soient les tendances boursières, on ne se pose pas la question. Ensuite, quand je suis parti à Malte, ma vie était un peu plus instable, donc le DCA était parfois un peu irrégulier. J'avais quelques fins de mois compliquées, mais bon, c'était le jeu et je regrette rien. Mais sinon, tout au long de mon parcours, hormis cette année à Malte, l'alternance était un gros avantage de pouvoir garder ce DCA avec des premiers revenus qui étaient certes modestes, mais qui, qui m'ont permis de me lancer en bourse. Euh, du coup, depuis que je suis revenu de Malte, hein, j'ai toujours eu une situation à peu près stable jusqu'à du coup la fin de mes études et là mon VIE où du coup mes revenus se sont un petit peu améliorés, donc j'ai encore augmenté mon DCA, pas tant que ça parce que du coup je suis quand même à l'étranger, donc j'en profite pour faire des voyages et pas mal de dépenses sans me priver, mais mais voilà, hein, ma philosophie, c'est vraiment quand je reçois mon salaire, j'investis en priorité euh, et j'adapte le montant en fonction de mes revenus pour que ce soit assez cohérent. Ok, et justement, ton nouveau changement a été la Slovaquie. Donc tu es parti de France pour faire un VIE justement.
Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce que c'est un VIE, déjà, pour ceux qui ne connaissent pas? Ouais, bah un VIE, c'est à l'issue de tes études, on a l'opportunité jusqu'à 28 ans de partir travailler à l'étranger pour une entreprise française. Donc c'est un organisme Business France qui permet ça. Et du coup, c'est sur 1 an ou 2 ans, permettre aux jeunes diplômés de partir, de faciliter en fait l'insertion professionnelle à l'étranger pendant cette mission. Donc ça peut être dans tous les pays du monde. En fait, l'entreprise doit juste être française ou européenne, je crois. Ouais, c'est vrai que c'est une super opportunité, à la fois enrichissante et intéressante aussi au niveau du salaire, de ce que j'ai entendu. Bah, pas forcément, parce que tu vois, moi je sors d'une formation achat et euh, les acheteurs sont pas, les acheteurs sont pas à plaindre, mais je pense que j'aurais mieux gagné ma vie en restant en France qu'en partant en Slovaquie. Mais mais l'expérience n'est pas du tout la même. Ok, intéressant. Et est-ce que chaque VIE, donc dans des entreprises différentes, ont le même salaire ou ça peut changer? Et ben non, en fait, les salaires sont par pays. Donc moi, je suis en Slovaquie, donc on doit être, je sais pas, une quarantaine de VIE dans le pays. On a tous le même salaire, qui est revu tous les 3 mois à quelque chose près. En fait, c'est lié au coût de la vie dans le pays. Si quelqu'un a un VIE en Suisse, bah, il sera payé automatiquement plus cher. Mais ça dépend pas du travail que tu fais, c'est vraiment par pays. Ok, et justement, comment tu gères ton budget en Slovaquie? Est-ce que la vie est chère là-bas? Comment ça se passe? Bah, c'est la même logique qu'en France. Donc là, je suis à Bratislava, c'est dans la capitale. Euh, c'est pas les mêmes prix qu'à Paris, je dirais que c'est les mêmes prix qu'à Angers pour ceux qui connaissent. C'est les mêmes prix qu'une bonne ville de province. Quand même un peu plus cher qu'à Angers, mais on reste dans cette logique. Sinon, après, bah, j'ai toujours un loyer. J'en ai toujours eu depuis le début de mes études. Donc voilà. Ensuite, j'ai pas de budget comme toi ultra détaillé de mes dépenses. J'ai juste une priorité claire en début de mois. En un, bah, je paye mon loyer. En 2, je rembourse mon prêt étudiant. En 3, euh, j'investis le montant que j'ai choisi d'investir tous les mois. Et après, le reste, c'est l'argent qui me reste pour vivre. Donc effectivement, les gros mois où, je sais pas, bah, par exemple là pour Noël ou quand je voyage, bah, je vais piocher un peu dans mes liquidités. Mais bon, mes liquidités se reconstituent aussi de temps en temps avec des primes ou autres, quoi. Donc je fais pas de bilan mensuel de mes dépenses. Tant que les 3 postes clés sont couverts, moi ça me va. Et puis après, bah, je dépense quand même pas mal en sortie et en voyage, mais c'est des dépenses tu vois assumées, c'est ce qui me fait kiffer, donc il n'y a pas de souci pour ça. Ouais, c'est le plus important. Quelles sont les principales différences entre la France et Bratislava du coup? Alors ça, c'est vrai que c'est la question qu'on me pose tout le temps. Donc toi tu dois savoir parce que tu es venu me voir. Mais c'est vrai qu'on est tout le temps dans l'Union Européenne. Alors on n'est pas hyper dépaysé. On a quand même quelques vestiges de la période communiste et soviétique. Donc des bâtiments un peu moches. Mais sinon c'est un dépaysement qui est assez modéré, quoi. Donc il y a quand même une petite culture locale avec euh, une nourriture locale, mais qui est un peu différente, mais tu vois, moi je fais mes courses toutes les semaines et j'achète des produits et je fais des plats français. Donc c'est vrai que c'est plus quand tu vas au restaurant. Après, je suis quand même dans la capitale, c'est pas le reste de la Slovaquie. Je pense que si je voyage un peu en Slovaquie, euh, là je pense que c'est une population qui est peut-être un peu plus reculée. Mais étant dans la capitale, tout le monde a un niveau de vie à peu près correct. Euh, les appartements sont pas mal. Donc voilà, sinon après au niveau de la mentalité des Slovaques, c'est un peu tôt pour juger, parce que je suis là que depuis 3 mois quand même. Mais les gens en tout cas, ça c'est les pays de l'Est, j'ai constaté, les gens ont l'air froids au premier abord, mais en fait ils sont tous super sympas. Enfin tous, j'exagère peut-être un peu, mais c'est souvent la réflexion que tu te fais. Et sinon dans le monde du travail, bah, c'est vraiment exactement... Après c'est une entreprise française, mais c'est exactement comme en France. Alors par contre les gens commencent super tôt, je me souviens que le premier jour où je suis arrivé, je me suis dit, je vais faire bonne impression et je vais arriver à 7 heures tu vois, 7h30.
bah, je suis arrivé à 7 heures, il y avait déjà toute l'entreprise qui travaillait déjà dans les bureaux, quoi. Mais par contre, à 15 heures, 16 heures, bah, après 16 heures, il n'y a plus personne. Ok, Donc c'est marrant. En France, c'est un peu l'inverse. Quand tu vas sur Paris, les gens arrivent à 9-10 heures, et par contre, à 18-19 heures, il y a encore du monde. ok, intéressant. Mais globalement, on va dire que t'es pas très dépaysé. Ensuite, après ton VIE, du coup, est-ce que tu sais à peu près quel salaire tu pourrais espérer toucher? Oui, alors après, tu sais, moi je viens d'un cursus école de commerce, alors on nous promet des salaires toujours assez excessifs. Là, j'ai quelques potes qui ont commencé à trouver des emplois, donc c'est pas autant qu'on peut s'imaginer des fois. Euh, mais là, j'imagine qu'après mon expérience VIE, j'espère toucher euh, 45K brut annuel, quoi. Je serais satisfait avec ce salaire. Et puis si c'est moins, ce sera moins, quoi. Mais bon, après aussi, ça dépend aussi de ta région, hein. En région parisienne, c'est assez facile de toucher ce niveau. Moi, je sais pas si je vais vraiment habiter à Paris par la suite. Pourtant, c'est là où il y a le plus de postes. Donc, il faudra aussi que. Enfin, il y aura aussi des variations d'un point de vue localisation. Oui, c'est sûr. Bon, ok, du coup, on a fait un peu le tour au niveau du VIE. Et on va peut-être parler un peu de ton socle immobilier, donc qui est de plus en plus important aussi pour toi, j'ai l'impression. Donc déjà, est-ce que tu peux commencer par nous raconter un peu ton aventure dans l'immobilier, comment ça a commencé, le déroulé, etc. Ouais, bah écoute, c'est une idée qui émerge depuis quelques temps, peut-être fin du lycée, j'y pensais très vaguement. Euh, Après, elle a mûri pendant mes études. Quand j'étais à Malte, j'en ai profité aussi pour faire une formation payante. Donc voilà, j'ai investi un petit peu dans ça. Euh, C'était très bien pour la théorie, comme toutes les vidéos YouTube que j'ai regardées et les YouTubeurs que je connais. Mais pour l'immobilier, la théorie c'est facile. La pratique, passer de la théorie à la pratique, c'est quand même beaucoup plus compliqué qu'en bourse ou en crypto par exemple. Quand je suis revenu en France, alors je procrastinais un peu. J'étais en alternance, alors pour emprunter, c'est pas facile. Donc je faisais mes études sur Cholet, où j'avais vu qu'il y avait des prix accessibles, donc je m'étais dit c'est l'opportunité. Et puis au final, j'ai vu que quand je cherche un appartement, les propriétaires galéraient à trouver des locataires, donc c'était pas forcément le bon choix. Euh, et puis en fait, ça s'est lancé vraiment que début 2024, donc 2 ans après mon retour de Malte. Mon père me relançait en fait pas mal de fois parce que lui il voulait investir en immobilier, mais pareil, il y connaît rien. Et puis moi, quand tu te lances dans l'immobilier, en fait, c'est vite un projet à plus de 100 000 balles, donc euh, quand tu es tout seul, ça peut faire peur. Et du coup, j'ai rencontré ma copine début 2024 qui travaillait dans une agence immobilière en alternance. Et du coup, bah, directement, elle m'a donné accès aux agents immobiliers. Et en fait, ça a été ma raison pour laquelle je suis vraiment allé de l'avant. Et du coup, j'ai commencé par les visites et après, tout s'est un peu enchaîné. Mais c'est vrai que se lancer seul, c'est pas hyper simple au début. Euh, de, et puis, il faut réussir à se faire les bons contacts. Et je pense que c'est hyper important. C'est vrai que c'est pas un milieu facile. Et au niveau de la forme juridique que tu as choisie pour investir en immobilier, laquelle c'était? Alors, nous, on est parti sur une SARL de famille. Alors, c'est un statut qui n'est pas hyper connu. Euh, sauf que, euh, sauf que du coup, moi, j'avais fait une formation dans l'immobilier. Et puis, comme je t'ai dit, je suis beaucoup de contenu YouTube. Donc, quand j'avais réfléchi, je savais que j'allais m'associer avec mon père euh, et ma mère et ma soeur également, qui sont aussi dans cette SARL. Bah, j'avais directement recherché qu'est-ce qui était le plus favorable. Alors moi, je voulais faire du meublé, du LMNP à l'époque, qui permettait de payer aucun impôt pendant ta durée d'investissement et ni à la revente.
c'est plus le cas aujourd'hui grâce à nos députés, mais ça reste quand même très avantageux. Et puis en meublé, tu peux quand même maximiser les loyers. Et du coup, je voulais l'intégrer, ce LMNP, au sein d'une société. Et j'ai vu que c'était possible sous la SARL de famille. Et c'était parfait, quoi, parce qu'on voulait investir en famille. Donc c'était fait exprès pour ça. Et après, on allait aller voir notre expert comptable. Et il avait aussi cette idée en tête. Donc bah, là, j'ai su que c'était la bonne idée. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur cette forme juridique. Mais j'ai eu la chance de la trouver par moi-même, mais c'est vrai que c'est hyper important aussi d'avoir un très bon expert comptable, parce que ça te fait littéralement... Enfin, ça t'évite littéralement de payer des impôts pendant 20 ans. Donc c'est c'est- c'est primordial. C'est clair que il faut essayer d'optimiser un maximum, notamment la fiscalité. Et donc une question aussi que peut-être les personnes qui n'investissent pas en immobilier se posent. Donc sur quel compte bancaire vous recevez vos loyers du coup ça reste sur la SARL? Comment ça se passe? Ouais, alors effectivement, quand tu crées une SCI ou une SARL, enfin dès que tu crées une société, tu as un compte bancaire pour ta société. Donc on reçoit les loyers là-dessus. Euh, Après, qu'est-ce qu'on en fait? Il y a beaucoup de choses à payer en immobilier. T'as ta taxe foncière, tes charges, tes imprévus. Euh, Moi, ça m'est pas encore arrivé, mais peut-être la remise en état de certains biens. Donc aujourd'hui, on arrive à s'autofinancer, on va dire. C'est-à-dire on met pas forcément de notre poche euh, dans la société. Ce qui est quand même compliqué aujourd'hui avec les taux d'intérêt qui ont augmenté. C'était plus simple avant. On va commencer à avoir des liquidités excédentaires, mais je pense pas qu'elles sortiront de la société. Ça restera là en cas de surprise, ou alors ça servira d'apport pour d'autres biens. Très clair. Du coup, comment tu t'es entouré dans tes projets immobiliers? Qui, qui sont les principales personnes qui t'entourent? Ouais, alors effectivement, c'est indispensable de s'entourer. Euh, Déjà, il faut regarder dans son cercle qui on a. Euh, Peut-être la personne la plus importante, ce sera son banquier ou sa banquière, parce que sans lui ou elle, il n'y a pas de projet. Donc on a tous déjà un banquier, donc ça c'est une bonne chose. Euh, Après, il y a aussi les courtiers hein, qui, si notre banque veut pas, moi je sais que pour le premier bien, ma banque bah, voulait nous prêter, mais à un taux qui était quand même à plus de 4%. On allait y aller, mais j'ai été voir un courtier que mon expert comptable m'a donné, hein, parce que les bons recommandent des bons. Ça aussi, c'est toujours le cas. Et du coup, lui m'a conseillé de mettre en concurrence ma banque avec une autre. Et au final, je suis quand même resté dans ma banque, mais il avait réussi à négocier les taux. Donc un bon courtier, un bon banquier, faut aussi un expert comptable. Bah, là, c'est pareil, il faut regarder autour de soi. Enfin, faut un expert comptable que si tu investis en société. Si tu investis en nom propre, t'en as pas forcément besoin, même si je pense qu'investir en nom propre, c'est pas la bonne solution. Parce que ça te prend aussi sur ton taux d'endettement, et après, si tu veux investir pour ta résidence principale, ça peut être compliqué. Après, ça dépend des objectifs de chacun. Mais là, l'expert comptable, tout le monde a quelqu'un dans son entourage qui a un expert comptable. Donc je pense qu'il faut s'appuyer sur ça. Après les agents immobiliers c'est plus simple parce que tu as les annonces, bah, les agents immobiliers tu vas les voir, tu les rencontres, tu parles un peu et tu fais ton réseau comme ça. Il faut avoir un bon cercle d'artisans aussi. Bah, nous, par chez nous, c'est pas trop compliqué parce qu'on connaît quand même pas mal d'artisans en campagne. Et sinon, tu as ton notaire aussi qui va être important parce qu'il va défendre tes intérêts au sein de la signature et c'est lui qui va vraiment vérifier tout l'acte authentique avant la signature. Donc il faut vraiment euh, qu'il soit dans le même sens que tes intérêts parce qu'il peut éviter de nombreuses erreurs. Mais voilà, comment tu te fais tous ces contacts, bah moi ça s'est fait assez naturellement en regardant autour de moi. Mais sinon, y a pas mal de salons. Je sais que maintenant, mon artisan principal, euh, je l'ai rencontré au congrès UPI. C'est d'ailleurs lui qui l'organise. Et, euh, et voilà, c'est parce que je suis sorti à, à un congrès sur l'investissement que tu rencontres d'autres mondes, quoi. Ok, donc on comprend bien que tu es hyper bien entouré dans ton projet immobilier.
Et justement, comment tu arrives à entretenir tes relations avec toutes ces personnes parce que ce qui est marrant, c'est que tu offres des cadeaux de Noël aux personnes qui travaillent avec toi dans ces projets. Tu peux un peu parler de ça? Ouais, bah ça c'est quelque chose que j'ai fait là. Quand on a acheté le premier bien, en fait, ça s'est bien passé. Et c'est vrai qu'à Noël, j'avais offert des chocolats un peu à tout le monde, aux banquiers, aux- pas aux artisans d'ailleurs, mais ouais, aux banquiers, aux courtiers, aux comptables. Euh, mais pour moi, c'était assez naturel. Et effectivement, quand tu sais que tu vas avoir d'autres projets, tu essaies d'entretenir les relations. Euh, Après, ça c'est accessoire, hein. Il n'y a pas besoin il y a pas besoin de faire ça. D'ailleurs, je l'ai pas refait cette année. C'était un peu compliqué parce que j'étais en Slovaquie. Mais bon, bah, je m'entretiens assez régulièrement avec mon comptable. Au moins quelques échanges dans l'année. La bancaire, c'est pareil. Euh, Puis les artisans, quand tu as besoin d'eux, ils sont là aussi. Après, je sais pas s'il y a de secret miracle pour entretenir les relations, mais je pense déjà quand tu es quelqu'un de sérieux et que tu payes dans les temps et que tu joues le jeu, ça va bien dans tous les corps de métier, quoi. Oui, c'est clair. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu le déroulement de ton premier bien immobilier, donc du début à la fin, pour qu'on puisse un peu comprendre comment ça se passe concrètement? Ouais, et ben, écoute, comment ça se passe? Bah, déjà, il y a la recherche. C'est c'est un des plus importants. Donc, bah là, on a parlé tout à l'heure entre nous, mais moi, il y a plusieurs sites en fait qui permettent de grouper les annonces de tous les sites immobiliers. Donc, tu as Moteur Imo, je sais que lui, il est gratuit. Et tu as aussi l'iBox, par contre, là, qui est une option payante, mais qui est vraiment, vraiment super. Et qui facilite vraiment la recherche et même directement voir si le bien est rentable ou pas parce il y a des simulations, c'est vraiment ultra complet. Mais sinon, au début, moi, je cherchais sur le bon coin et ça marche, euh, ça marche aussi très bien. Une fois que tu as fait cette recherche, bah, faut que tu fasses des visites. Normalement, il faut faire un max de visites. Moi, pour l'achat de mon premier bien, j'ai fait une visite, j'ai acheté. Et mon deuxième bien, j'ai fait trois visites, ou deux visites, deux, trois visites, et j'ai acheté. Donc peut-être que j'ai fait des erreurs, mais en tout cas, quand je me lance dans un truc, je suis assez fonceur. Mais bon, normalement, il faut maximiser les visites pour vraiment se rendre compte du marché et surtout pour un premier bien, voir pas mal de choses. Donc en plus, là, tu es avec un agent immobilier, donc tu dois arriver avec tes questions que tu as préparées voilà, pour qu'il voit un peu ton sérieux et qu'il t'en fasse aussi visiter potentiellement d'autres. Après, tu sors de ta visite, tu as les chiffres, tu as tout. Bah, là, tu fais ton analyse financière. Tu vois si c'est rentable. Je sais pas, dans ton tableau Excel, moi je sais que j'ai un tableau Excel. Je vérifie si c'est rentable. Après, tu fais une offre. Tu négocies toujours, hein. De toute façon, il faut toujours négocier. Alors, tu vois aussi la raison du vendeur, pourquoi il vend. Alors, pour savoir aussi si tu vis une négociation assez agressive ou non, quoi. Euh, Souvent, là où tu peux tenter des négos assez agressifs, c'est si le vendeur veut vendre rapidement. Type, je sais pas, divorce ou héritage. Euh, Sinon, il faut faire attention de ne pas trop vexer le vendeur. Moi, c'est ce qui m'est presque arrivé au deuxième bien. Mais bon, au final, ça s'est bien passé. Ensuite, bah, une fois que l'offre est acceptée, et ben, tu signes directement le compromis avec les agents immobiliers et puis les deux parties. Ensuite, tu as 2 mois pour trouver ton apport immobilier. Donc là, pour convaincre la banque de te prêter de l'argent. Et si c'est pas encore fait, pour créer ta société. Euh, 2 mois, ça peut être assez court d'ailleurs pour créer une société, mais nous, ça l'avait fait. Et puis après, au bout de 2 mois, tu signes ton acte authentique chez le notaire avec les deux parties. Donc maintenant, ça peut se faire en visio, hein. Et puis après, tu enchaînes sur toute la partie travaux. Bien sûr, tu as déjà réfléchi à ça pendant les 2 mois. Tu as déjà prévenu les artisans pour que dès que l'acte authentique est signé, tu perds le moins de temps possible et tu enchaînes sur les travaux. Donc là, tu coordonnes les artisans et puis après, bah, tu fais ta mise en location, c'est-à-dire hein, tu publies ton annonce sur le bon coin. Ou alors tu le mets en agence. Enfin, c'est pas le choix que j'ai fait, je fais ça moi-même. Et du coup, bah, là, tu fais les visites et puis tu essaies de choisir les meilleurs locataires. C'était un peu complet et un peu long, mais Alors, c'est- super intéressant, je pense que ça va en intéresser plus d'un.
Et approximativement, combien de temps s'est déroulé entre l'idée d'acheter un bien immobilier et la location de ce bien? Mm. Ça a pris combien de temps à peu près? Alors, l'idée d'acheter un bien immobilier, comme c'est une idée que j'ai depuis longtemps, mais effectivement, euh, on peut parler peut-être de la première visite à l'achat du bien. Bah, j'ai fait ma visite, ça devait. Déjà, je suis sorti avec ma copine en février. On a regardé les appartes. Je visitais un appartement en mars et on signait le compromis en avril, quoi. Donc en même pas 2 mois, c'était fait. Après, on a signé l'acte authentique en juin, du coup, il y avait 2 3 mois. Là, tu vois, erreur un peu. Enfin, erreur, c'est la situation qui faisait ça, mais après, c'était l'été, donc les artisans pas dispo, donc j'ai pu faire mes travaux qu'en septembre et mise en location en octobre. Et le deuxième bien, du coup, j'ai optimisé le temps pour perdre un moins de temps possible. Et du coup, je crois, la mise en location, elle s'est faite 1 mois ou 2 mois après la signature de l'acte authentique. Ah oui, donc c'est quand même. Ça peut être assez rapide si on se bouge, quoi. Et bah ouais, faut planifier, faut prévenir tes artisans, faut être sûr qu'ils soient prêts. Ils sont souvent pris, les artisans. Et effectivement, quand tu signes en fin juin, début juillet, bah souvent c'est mort pour l'été, hein. Parce qu'en août, ils travaillent pas. Puis en juillet, ils sont déjà pris. Ouais, c'est une grosse organisation. Mm. Et quels aspects tu penses que tu as amélioré entre ton premier bien et ton deuxième bien immobilier? Ouais, bah il y a quelques aspects. Alors déjà, au niveau des travaux, moi j'avais pris il y avait des artisans qu'on connaissait avec mon père, alors on avait pris, tu vois, on avait pris un plombier, un électricien, enfin des artisans de différents corps de métier. Là, pour le deuxième bien, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Mathieu, j'en ai parlé tout à l'heure. Et donc lui, il a son entreprise et en fait, il agit sur tous les corps de métier. Donc c'est lui qui coordonne vraiment les travaux. Alors que pour le premier bien, c'était moi. Donc c'est quand même plus facile comme ça. Il y a moins d'implications directes. Ensuite, moi je fais du meublé. Et tu sais, le premier bien, j'essaie vraiment d'avoir le meuble pas cher. Alors j'ai acheté un lit là, un autre lit là-bas, une table là-bas. Et franchement, j'avais le temps, mais tu fais ça pour un bien, mais pas pour deux. Après, deuxième bien, tu te prends pas la tête, tu vas dans un magasin et puis tu prends tout au même endroit. Tu fais plus attention à ce petit genre de détails. Euh, Ce que j'ai amélioré aussi, ce que j'ai appris, c'est qu'il faut vraiment prendre de la qualité. Alors, moi, c'est principalement des logements étudiants, donc je fais pas non plus du luxe, mais tu vois, pour le premier bien, avec mon père, on avait posé un lino assez cheap de chez Leroy Merlin. Bah, je vais devoir le changer. Et puis, bah, je vais poser un vrai sol avec du PVC. Euh, c'est ce que j'ai fait pour mon deuxième bien, mais pas que j'ai fait pour le premier bien, parce que je devais optimiser les coûts au maximum. Mais c'est pas quelque chose que je, que je referai aujourd'hui. Puis globalement, en fait, ta plus-value, elle est pas non plus dans les travaux. Enfin, moi, c'est ce que je vois. Elle est pas non plus dans les travaux, elle est plus dans la recherche du bien. Et puis après, la planification de tout ça. Et puis la mise en location. Mais les travaux, je pense que chacun a son métier. Et puis c'est pas le mien. Ok, bah super intéressant. On voit qu'avec l'expérience, tu maîtrises bien ton sujet. Et du coup, entre ton premier bien, le premier achat et le deuxième, il s'est déroulé combien de temps environ? Eh bien, il s'est écoulé 10 mois, 11 mois. Donc, et je pense que pour le troisième bien, ça sera peut-être un peu plus long. Parce que je suis en Slovaquie et c'est plus difficile, quoique ça peut aussi se faire. Mais oui, moins de 1 an, t'avais deux biens, quoi, et c'est quelque chose qui est possible, et je pensais pas qu'on pouvait enchaîner aussi vite. Et du coup, je m'étais mis une idée en tête, c'est d'enchaîner un bien par an. Je pense que c'est possible, c'est du travail, mais aussi à force, tu peux déléguer certaines choses, donc pourquoi pas. Ah super, je pense que ça peut permettre de, au fur et à mesure du temps, créer un vrai patrimoine solide en immobilier notamment. Complètement. Avec ton père, comment est-ce que vous répartissez un peu les tâches? Est-ce que c'est toi qui es plus actif dans le projet, ton père un peu moins? Comment ça se passe? Ça dépend des étapes du projet. Moi, globalement, c'est moi qui suis plus actif. Euh, En fait, mon père, il intervient surtout au moment de, une fois qu'on
on a fait l'acquisition du bien, euh, il peut faire jouer son réseau d'artisans. Et puis, pour tout ce qui va être premiers travaux et tout, il connaît pas mal de choses, donc il peut, il peut aider de ce côté-là. Aussi, pareil, s'il y a une bricole à régler dans l'appart et que tes locataires t'appellent, avant que j'appelle un artisan, euh, il peut régler certains trucs avant. Sinon, tout ce qui va être recherche, visite, offre, tout ce qui est administratif, gestion de la société, gestion des locataires, bah ça c'est moi. Et j'ai de la chance, encore une fois, ma copine, elle a fait pendant un certain temps, c'était son métier de faire des états des lieux d'entrée et de sortie. Il faut être assez carré, chose que je ne suis pas avec les locataires et je suis vite très sympathique et je me fais engueuler par ma copine d'ailleurs pour ça, gentiment. Mais, euh, mais oui, moi j'adore faire les visites, mais tout ce qui est état des lieux, j'ai beaucoup de mal. Donc là, c'était ma copine qui s'en chargeait. Et puis bah là, tu vois, j'étais en Slovaquie, j'ai fait sortir des locataires euh, la semaine dernière. Et bien c'est mon agent immobilier, tu vois, qui m'a fait la sortie. Ok, donc même si t'es à l'étranger, tu peux quand même gérer ton truc. Ouais, complètement, complètement. Bon, ça c'est cool. Sans être enfin, sans passer par agence, quoi. Ouais. On sait que l'immobilier, ça peut être un peu compliqué, il peut se passer des choses un peu moins cool. Donc toi, ça a été quoi tes plus grosses galères? Ouais, bah après moi, ça fait que 2 ans que je suis dans l'immobilier, donc je pourrais pas te. Je me sens pas non plus légitime à dire qu'il n'y a pas de galère dans l'immobilier, mais ça a été très limité. En fait, le plus important, une fois que tu as fait tous les travaux et tout, que tu as mis de la qualité, c'est de prendre des bons locataires. Et pour prendre des bons locataires, il faut avoir un, un bien qui est correct, voire plus que correct. Euh, et puis, il faut avoir un prix cohérent pour le marché, ce qui fait que tu as plein de demandes et tu peux choisir tes locataires. Et moi, j'ai toujours eu des locataires très respectueux, sauf, euh, sauf certains où à la fin, j'ai quand même eu quelques plaintes des voisins au niveau sonore. Mais sinon, non, je peux pas dire que j'ai eu de grosses galères, quoi. C'est plus, après l'immobilier, tu résous un peu des problèmes tout le temps, mais pas de grosses galères. Ah, ok, c'est vrai que avoir des bons locataires, c'est quand même hyper important. Et combien de temps tu consacres à chaque projet, à chaque bien? On va dire que si t'arrives à donner une tranche par semaine, ou ça dépend des périodes aussi sûrement. Comment ça se passe? Ce serait très difficile de te répondre. Pour moi, c'est non quantifiable. Ça dépend effectivement des périodes. Si t'as un nouveau, en fait, là où ça va te prendre du temps, c'est quand tu as un nouveau projet. C'est là que ça te prend peut-être le plus de temps. Ça va être la recherche du bien, négociation, rechercher le financement, coordonner les travaux, toutes les parties prenantes, mettre en location. Euh, Puis quand on a des locataires qui partent aussi. Mais moi, je compte pas mon temps. Quand je suis en recherche de biens, ouais, je peux y passer, je sais pas, 10 heures par semaine. Ouais, peut-être une dizaine d'heures par semaine. Mais après, tu sais, t'as l'excitation du nouveau projet et tout, donc ça passe vite. Et puis après, bon, bah, les visites, t'en fais un certain nombre, ça prend du temps. Mais sinon, après, en termes de gestion de la société du quotidien, s'il n'y a pas de nouveau projet, bon, bah, tu règles tes factures, tu fais tes déclarations. C'est une petite charge en plus. Quantifiable par semaine, c'est peut-être 1 à 2 heures par semaine et encore, quand t'as pas de nouveau projet. Et puis sinon, quelquefois, faut faire rentrer et sortir des nouveaux locataires, rédiger les bails. Ok, très clair. Et est-ce que tu arriverais à nous dire un peu l'apport que tu as pu mettre dans tes biens? Ouais, bah le premier bien, j'ai mis quasiment 15% d'apport. J'aurais pu faire moins, mais voilà, c'était le premier, tu optimises pas, tout vaut mieux, et t'apprends. Ce qui m'a permis pour le deuxième bien de mettre quasiment 0% d'apport. Ouais. J'ai dû mettre, je crois, 1 000 euros. Donc ça a été financé entièrement par le prêt bancaire. Euh, donc, tu vois, l'idée qui dit qu'il faut 10% d'apport, c'est faux. Ça dépend vraiment en fait de ton banquier et de ton projet. Si tu rassures ton banquier, en fait, le banquier, quand il veut te prendre 10% d'apport, c'est qu'il veut sécuriser. Si jamais tu rembourses plus,
il vend le bien, mais vu que tu as déjà avancé 10%, bah, il a une décote de 10% et du coup, il sera pas perdant. Mais si tu arrives à prouver au banquier que ton bien, tu l'achètes 150 000, mais qu'il en vaut 200, et que tu lui apportes les preuves avec des preuves d'agence et tout, et bah, il se sécurise automatiquement, il a pas besoin d'apport. Mais voilà, il y a des banquiers qui sont plus réticents à ça, d'autres qui connaissent un peu plus l'immobilier et qui sont plus compréhensifs. Donc t'as une super affaire pour ton deuxième bien. Et du coup, 0% d'apport et t'as réussi à emprunter combien sur ce bien-là? 100, 175 000. Ok, bah, c'est vraiment pas mal. La banque, elle t'a mis bien, on peut le dire. Ouais, bah après, je pense que. Donc, ouais, puis en fait, vu qu'on avait fait déjà le premier projet, qu'elle a vu les rendements qu'on avait, que ça s'autofinançait, bah, tu gagnes en crédibilité directement. Et en fait, le premier bien, c'est le plus important parce que si tu te flingues et tu fais un projet de merde dès le premier bien, bah, personne va te reprêter. Ouais. Donc ouais, c'est essentiel. Et c'est pour ça qu'après, il y en a qui enchaînent et puis d'autres, ça peut être plus compliqué. Et Après, je dis ça, je suis qu'à mon deuxième bien, hein. Ça se trouve, je fais mon troisième et puis après, elle va me dire, bon, bah là, c'est fini. là, du coup, dans ton cas, l'effet de levier, il était au max, là, pour le coup. Ouais. Est-ce que t'as tenté d'avoir un différé d'emprunt pour tes projets? Oui, j'ai tenté, comme beaucoup de choses. Je crois que c'est quelque chose qui n'est plus trop accepté par la majorité des banquiers. En tout cas, moi, j'en ai pas bénéficié. Et maintenant, ils préfèrent te dire que, bah, en fait, t'es pas obligé de commencer le remboursement de ton prêt directement, tu peux attendre et en fait, t'as juste des frais intercalaires, donc une certaine somme par mois que tu payes parce que t'as pas commencé à rembourser ton prêt. Et ça peut durer 2 ans, hein. Donc, c'est un peu une sorte de différé. C'est ce que j'utilise, hein, parce que je commence à rembourser mes prêts à chaque fois dès que mes premiers locataires sont arrivés. Euh, Quand j'écoute des gens, ils disent que c'est encore possible. Euh, Moi, j'ai pas réussi jusque-là. Ok. Mais il y a des trucs que tu arrives à négocier, mais c'est refusé. Puis d'autres que tu arrives, tu peux pas tout réussir, mais moi, j'ai pas réussi. Oui, c'est clair que tu peux pas tout négocier par magie. Ouais. Et ton dossier bancaire, comment tu l'as construit, constitué globalement? Euh, Bah, comme je t'ai dit, moi, déjà, j'ai suivi une formation euh, pour savoir ce qu'il fallait présenter dans le dossier bancaire. Ensuite, j'ai suivi des mecs sur YouTube qui avaient leur modèle. Donc, j'ai suivi un modèle. Maintenant, tu vois, l'iBox permet aussi la création d'un dossier bancaire automatique avec tout ce que tu renseignes. Euh, Ce qui est important, c'est qu'il soit complet, sans être chiant à lire, parce que le banquier, pareil, il veut comprendre vite les choses, il a pas le temps. Donc que tu mettes la localisation, le rendement attendu, euh, que tu expliques la valeur locative, mais pas comme ça, faut que tu lui apportes, faut qu'une agence IMO te garantisse cette valeur, comme la valeur du bien, faut pas que ce soit bidon. Montrer que tu as bien compris le truc. Et puis après, c'est aussi la relation que tu as avec la banque qui fait qu'il est accepté ou non. Mais voilà, en fait, j'ai repris des modèles pour constituer mes dossiers bancaires et puis j'ai mis dedans tout ce que je savais qui était essentiel. Ah, super, en tout cas, on a vu que ça a bien marché pour toi. Et combien de banques t'as sollicité en tout? Eh bien, j'ai sollicité ma banque pour le premier bien. Et bah, comme je t'ai dit, le taux était élevé par rapport au marché. Donc là, on a fait appel à un courtier que m'a recommandé mon expert comptable et qui a fait un travail remarquable parce qu'il nous a fait. Là, tu vois, aujourd'hui, j'ai un taux qui est à 2,89 alors que eux, on est toujours à des taux à plus de 3% sur le marché et on partait d'un taux à 4. Donc non, il a été très fort sur le coup. En fait, l'avantage du courtier, c'est que tu perds pas ton temps à aller voir 10 banques. C'est lui qui va voir les 10 banques et après qui négocie avec les banques. Et nous, on avait dit avec notre courtier qu'on préférait rester avec notre banque. Donc il a fait en sorte aussi de négocier avec notre banque. Donc ça se négocie à des échelons un peu plus haut niveau de mon banquier et de moi. Et pour le deuxième bien, tu vois, bah, j'ai encore été voir ma banque. Elle nous a fait confiance sur le premier bien, donc on retourne voir la même.
Et elle nous a communiqué son offre de prêt. Et je suis retourné voir mon courtier. Il m'a dit bah non, là c'est convenable et je ferai pas beaucoup mieux. Donc là, on n'a fait qu'une banque. Ok, très clair. Et est-ce que tu peux nous résumer un peu tous les leviers de négociation que tu as pu faire avec ta banque? Ouais, bah c'est vrai il faut toujours négocier. C'est comme, euh, comme quand on fait l'offre pour le bien. Effectivement, tu essaies de négocier le taux, même si c'est pas le plus important, parce que tu sais que tu pourras essayer de le renégocier un peu plus tard si les taux baissent. Euh, tu, Très important, tu négocies la durée, que ce soit le plus long possible. Alors, pour avoir les mensualités les plus basses. Donc nous, pour les sociétés, c'est 20 ans. Et les banques ne veulent pas plus que 20 ans, à part quelques exceptions. Mais en fait, il y a un truc qui s'appelle la modulation. Et ça peut être plus ou moins 30%. Et là, en fait, au bout de un an de crédit, j'avais emprunté sur 20 ans. Et j'ai demandé à la banque de moduler mon prêt à plus 30%. Enfin, mes mensualités moins 30%. Ce qui fait que ça me l'a étalé sur 25 ans. Enfin, ça, c'est un glitch que j'avais pas connaissance. J'ai juste lu mon contrat. Et en fait, c'est ce qui permet de contourner le prêt sur 25 ans. Ensuite, oui, tu peux négocier le différé, comme tu as dit. Et après, il y a des choses à pas négocier. Les frais de dossier, tu les négocies pas, quoi. La banque, elle doit aussi toucher son truc, sinon ça marche pas. Il faut que ce soit à peu près win-win. Et puis aussi, tout ce qui est assurance de prêt, ça t'évite d'y toucher. Parce que de toute manière, tu peux l'échanger un an après. Et puis, bah, c'est important que la banque aussi prenne sa part. Hein, sinon, si elle voit que t'es pas rentable, elle te reprêtera pas pour les années à venir, quoi. Est-ce que tu utilises des outils d'optimisation fiscale un peu? Ouais, bah des outils, c'est plus le type de société avec le régime que j'ai mis en place qui permettent d'optimiser fiscalement. De toute manière, en immobilier, c'est, euh, c'est indispensable. Je vois encore pas mal de gens qui payent des impôts avec l'immobilier. Enfin, je trouve ça un peu incohérent. Enfin, et puis dommage, quoi. Parce qu'il y a tellement moyen de le faire. Et des fois, c'est juste pour pas payer un comptable. Alors, effectivement, moi, je préfère payer un comptable et puis et ne pas payer d'impôts. Hein. C'est, enfin, ça dépend, mais je préfère payer autant pour le comptable. Au moins, je paye aucun impôt, même si c'est le même prix d'impôt. Ouais, c'est vrai qu'on connaît des exemples dans ce cas-là et on se rend compte que Ouais. c'est pas la bonne option, quoi. Ouais. Donc voilà, aujourd'hui SARL de famille avec régime LMNP, ça aurait pu être une SCI, c'est très bien aussi. Euh, et après, bon bah, ce qui permet en fait de déduire toutes tes charges, donc de ne pas payer d'impôt pendant un certain nombre d'années. Donc c'est aujourd'hui ce que j'utilise et je pense que ce que tu vas utiliser aussi par la suite si tu te lances là-dedans. C'est fort possible, ouais. Pour revenir sur tes biens immobiliers, là, est-ce que actuellement tu es en cash flow positif? Bah actuellement oui, je pense que je suis en cash flow positif. Après ça dépend comment on calcule. Euh, Surtout comme avec la modulation que je viens de faire sur un des biens, euh, on est en cash flow positif. Maintenant, je pense de très peu. Je dirais plus que je suis en autofinancement. Euh, et puis le cash flow qui peut rester, ça nous sert à payer les imprévus. Et si un jour il y a du plus, ça servira d'apport pour les autres biens. Est-ce que c'est possible pour toi, en cas de revente de ton bien, de rembourser la totalité de ton emprunt et de du coup ne plus avoir de problème d'endettement, par exemple? Bah oui, dans tous les cas, c'est complètement possible. Euh, Tu peux avoir des frais, tu as souvent des frais, mais qui peuvent être négociables en fait dès le début de ton prêt où tu dis que tu voudras sûrement revendre, il faudrait pas que tu aies de frais, mais dans tous les cas, tu peux revendre pour rembourser ton emprunt sans problème. Ok, et du coup, toi, c'est quoi ton taux d'endettement actuellement? En fait, nous, on est une société, donc j'ai pas. Personnellement, c'est 0%, si tu veux. Vu que j'emprunte en société, la banque, elle va regarder si on est rentable et si nos loyers sont supérieurs à nos remboursements de crédit. Et à partir de là, si c'est le cas, elle peut te remprunter. Ok, intéressant. Et du coup, toi, au niveau de ta SARL, du coup, est-ce que vous avez une garantie Visal ou une GLI?
Et est-ce que tu pourrais aussi expliquer ce que c'est? Ouais, je vais expliquer ça. Quand tu m'as posé la question du taux d'endettement, tu voulais savoir quel taux d'intérêt j'ai sur mes prêts ou non, mon taux d'endettement comme j'ai Non, ton répondu. endettement, ouais, genre pas dépasser 37%, c'est ce qu'on dit. Ok. Et ok, donc ouais, garantie Visal, GLI, je l'ai. Je l'aurais pas prise forcément, mais en fait, je l'ai eu via mon assurance PNO, propriétaire non occupant. Je crois que je paye, je payais peut-être une dizaine d'euros, même pas en plus, et j'avais la GLI. Euh, c'est, c'est toujours ça, à privilégier sur la garantie Visal qui est gratuite, mais qui dépend de l'État. Et moi, plus je peux m'éloigner de l'État, mieux c'est. Donc là, ouais, j'ai GLI privé, et puis je pense pas, peut-être que j'en aurai besoin un jour, mais bon, c'est toujours rassurant. Et maintenant que tu es en Slovaquie, du coup, combien de temps par mois à peu près ça te prend tes projets immobiliers? Ouais, bah, comme je disais, bah, il y a une petite gestion avec les factures ou autres au quotidien, enfin pas au quotidien, mais par semaine, peut-être 1 heure, 1 ou 2 heures. Après là, tu vois, j'ai eu un changement de locataire, donc j'ai dû remettre une annonce. Tu dois suivre un peu les réponses, organiser les visites, et puis coordonner, parce que je suis pas sur place, donc je dois, soit c'est, soit j'ai un agent qui peut faire la visite, soit mes parents. Euh, donc là, ça prend un peu plus de temps, mais voilà, ça reste faisable. On va dire 1 heure de gestion quotidienne en moyenne, peut-être quand tu en loues un bien, 2 3 heures par semaine. Est-ce que toi, t'as déjà eu des vacances locatives assez gênantes, on va dire? Non, bah, tu vois, là, je vais vivre ma première vacances locative et je le vis bien, parce que je suis actuellement en vacances locatives et ça dure 4 jours à cause de Noël, quoi. Mais en fait, quand tu as des vacances locatives, c'est un problème de prix, hein. Euh, c'est que tu es trop cher par rapport à la demande. Euh, donc non, j'en ai pas eu, je pense pas en avoir, sinon je baisserais mon loyer. Après, dans certaines zones rurales, ça peut être aussi compliqué, même si le loyer est bas, mais c'est pas du tout ma stratégie d'investissement dans l'immobilier. Donc non, aucun problème à signifier de ce côté-là. Ok, je pense qu'on a fait le tour au niveau de ton socle immobilier. Donc maintenant, on va parler un peu de ton profil d'investisseur. Donc qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus? Est-ce que t'aimes bien le risque? Est-ce que t'es équilibré? Bon père de famille? Comment tu peux nous décrire ça? Bah, moi, je me considère, déjà, vu que j'investis à long terme, je me considère bon père de famille. Euh, voilà, je fais pas de trading. Euh, Mes risques sont mesurés, que ce soit dans l'immobilier ou boursier. De toute manière, dans l'investissement, tu prends toujours un risque. S'il n'y a pas de risque, il n'y a pas de rendement. Mais tout est plutôt très réfléchi. Puis j'investis pas dans des startups ou dans des cryptos spéculatives, hein. J'investis dans des actifs déjà bien établis. Et à quel point, pour toi, c'est important de diversifier ton patrimoine? Alors oui, c'est important la diversification, mais à mon stade, c'est pas essentiel. Je pense que euh, elle viendra, elle viendra par après quand j'aurai plus de capital. Pour l'instant, je pense que la concentration, c'est aussi le meilleur moyen. Tu vois, j'ai peut-être une dizaine d'entreprises en bourse, pas plus, mais je les connais sur le bout des doigts. Et, euh, et je pense que c'est comme ça qu'on peut performer le mieux. En immobilier, c'est pareil, je m'éparpille pas, je fais pas de Airbnb ou autre. Je connais pas tout encore, donc je reste concentré sur le type d'investissement locatif meublé. Puis après, peut-être que j'irai voir d'autres choses, mais pour moi, c'est important de bien connaître ces sujets. Et puis après, une fois qu'effectivement on aura un certain capital, ce serait important de penser vraiment à la diversification. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est pas un critère principal, c'est surtout la performance. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Et au début du podcast, on a parlé un peu de crypto, donc c'est pas forcément l'actif dans lequel tu investis le plus, mais je sais que tu connais quand même ce marché-là, donc qu'est-ce que tu penses du marché crypto en ce moment? Ouais, bah le marché crypto, en ce moment, je pense qu'il sera plus aussi spéculatif qu'on l'a vu, en tout cas pour le Bitcoin. Les institutionnels sont rentrés dedans. Donc c'est rassurant, ça va devenir pour moi un investissement un petit peu comme l'or. Euh, je parle pas des autres cryptos qui sont très spéculatives et parfois des projets assez
assez douteux, mais le marché devient de plus en plus mature, hein, donc il y a moins de risques, notamment sur le Bitcoin ou l'Ethereum. Ça devient solide. Ok, très bien. Et est-ce que tu as d'autres formes d'investissement qui t'intéressent? Non, bah comme tu l'as vu, moi je suis assez concentré. La bourse, c'est mon favori. Euh, c'est celui qui a prouvé sur le long terme qui avait le meilleur rendement, hein, peut-être 10% par an depuis 100 ans. Après, j'ai l'immobilier, euh, mais non, j'ai pas forcément d'autres investissements. Peut-être l'investissement en soi-même, c'est peut-être même le plus important, on n'en a pas parlé, mais pour moi, tout commence par là, à d'abord se former, sinon, sinon après, le reste n'a que peu de sens. C'est vrai, je suis d'accord. L'investissement que tu as fait en toi-même, personne ne pourra jamais te l'enlever. Contrairement à des investissements sur des marchés financiers qui peuvent chuter à tout moment. Ouais. Alors que tes connaissances resteront à vie, sauf en cas d'Alzheimer, bien sûr. Quel est ton investissement qui te fait le plus kiffer? Donc je sais qu'on a parlé un peu de la bourse au début, est-ce que c'est ton investissement préféré? Ouais, c'est mon investissement favori. Ok, super. Parce que ça, déjà, tu t'intéresses aux meilleures entreprises du monde, tu as l'aspect géopolitique, économique, tu vois énormément de choses, même sur la gestion des entreprises. Et puis surtout, t'as pas le terrain et toutes les emmerdes de l'immobilier, quoi. L'immobilier, je fais de l'immobilier juste parce qu'il y a l'effet de levier, sinon je ferais que de la bourse. Et tu pourrais nous citer un investissement sous-coté selon toi et un autre sur-coté? Si on parle en France, l'investissement sous-coté, c'est la bourse. Qu'à écouter regarder les sondages, je crois qu'il y a 10% des Français qui sont directement en bourse. Euh, je trouve ça très peu. Si tu vas aux États-Unis, c'est 90% peut-être. En même temps, c'est leur retraite qui en dépend. Et surcoté, pour moi, il n'y a pas d'investissement surcoté. Je pense que si on maîtrise son domaine, euh, on sera bon dedans et l'investissement ne sera pas surcoté. C'est peut-être de ne pas investir en soi-même qui serait surcoté. Très partisan de la formation, apparemment. Donc quelles ont été tes plus grosses erreurs d'investissement? Donc, bah, quelques erreurs, même si je pense que j'ai pu en éviter certaines en écoutant justement les erreurs des autres. Mais bon, bah, au début, hein, comme je l'avais dit en début de podcast, j'avais choisi des actions et des cryptos un petit peu au pif, quoi, parce qu'elles paraissaient bien et ça montait. Donc effectivement, là, tu fais des petites pertes, mais bon, c'est bien de les faire au début parce que ton capital n'est pas important. Et puis t'apprends beaucoup. Donc pas d'erreur majeure, mais en tout cas de l'expérience prise. Et à l'inverse, tes plus grandes réussites? Et ben mes plus grandes réussites, eh ben, ça a été les cryptos à un moment donné, mais voilà, j'ai qu'une partie, peut-être 5-10% de mon capital en crypto, mais plus maintenant parce que le marché a baissé, donc ça doit plus être mon meilleur rendement, mais oui, aujourd'hui ça doit être la bourse. Et puis via l'effet de levier, ça dépend comment tu calcules ton rendement sur l'immobilier, mais bon là ça fait que 2 ans que je suis dedans, donc on pourra tirer des conclusions un peu plus efficaces par la suite. Ah, tu parlais de gros rendements en crypto. Du coup, est-ce que toi, ton plus gros rendement en crypto, c'était le Bitcoin? Je parle en rendement que t'as vendu, une plus-value que t'as réalisée. Hmm, je sais même pas si j'ai déjà vendu du Bitcoin. Ok. Mais hmm, non, mais j'ai vendu pour acheter parce que j'étais sur une plateforme et je voulais tout mettre sur une autre plateforme, mais ça c'est autre chose. Mais je crois pas avoir déjà vendu de crypto en fait. C'est peut-être un problème, mais bon, c'est vrai que moi c'est vraiment accessoire pour moi les cryptos. Ça m'intéresse pas tellement. Donc j'ai mon compte. Si je le regarde une fois tous les mois, c'est déjà bien. Ouais, on a bien compris que la crypto, c'était pas ce qui t'intéressait Et le plus finalement. même tout en ayant compris l'intérêt du Bitcoin, ça m'intéresse ça m'intéresse moins. Et je préfère rester focus sur ce qui me passionne le plus. Et il y a une histoire comme ça où c'est le Charlie Munger et Warren Buffett, euh, qui sont deux investisseurs confirmés. Et je crois que c'est
leur père qui leur donne un petit bout de papier, et ils avaient déjà réussi pas mal d'investissements, et il leur a dit d'écrire le mot le plus important pour réussir en bourse. Et, euh, et les deux investisseurs, du coup, ils avaient répondu focus, tous les deux, sur le petit papier. Et je pense que je suis partisan de cette façon de penser où on doit d'abord vraiment connaître ce qu'on fait avant de s'éparpiller avec d'autres investissements. Ouais, c'est vrai que Warren Buffett l'a dit souvent, c'est avant d'investir dans une entreprise, il faut vraiment la comprendre et il faut pas investir dans une entreprise que tu ne connais pas. La meilleure chose, c'est d'investir dans une entreprise que tu utilises au quotidien et que tu connais vraiment bien et en laquelle tu crois. Ensuite, petite question assez marrante, on va dire. Et si tu gagnais 1 million d'euros aujourd'hui, ce serait quoi tes allocations? Bah écoute, moi ça va être simple. Si j'ai 1 million d'euros aujourd'hui, j'enlève 10 et je mets tout du coup dans l'immobilier. Et à partir de là, une fois que j'ai acheté, je pourrais peut-être au fil du temps réallouer mon capital en bourse avec les ventes immobilières que je vais faire. Mais oui, même avec 1 million d'euros, aujourd'hui, j'achète pas cash. Je prends l'effet de levier et j'enlève le maximum, quoi. Ouais, on voit bien que l'effet de levier, c'est vraiment un outil hyper puissant que tu as envie d'utiliser le maximum. Et puis on dit souvent qu'en France, alors effectivement, on a toutes les nouvelles normes fiscales, on paye beaucoup d'impôts, mais s'il y a bien un paradis fiscal en bourse, c'est l'immobilier. Parce que dans aucun autre pays au monde, on peut emprunter comme ça avec si peu d'apports. Et pour moi, on est le paradis fiscal de l'immobilier. C'est vrai que la France, c'est un réel atout dont les Français ne réalisent pas forcément, on va dire. Au niveau de tes projets futurs, en termes d'investissement, ce serait quoi? Est-ce que tu as des projets en cours là, en ce moment, des nouveaux projets? Bah, court terme, cette année, j'avais dit un bien par an, alors je suis parti à l'étranger, mais peut-être en faire un dernier avec la SARL de famille, sur Angers toujours. Euh, Peut-être que ça se fera cette année. Ensuite, objectif moyen terme, c'est d'investir dans un immeuble de rapport avec ma copine. Donc ça, quand on viendrait de l'étranger, je pense plus en 2027, on verra. Mais voilà, pour vraiment accélérer le rythme de constitution de notre patrimoine. Et puis, euh, voilà, après, je pourrais être limité cette année, effectivement, par ma localisation en Slovaquie. Euh, Peut-être me déplacer ponctuellement en France pour réaliser au moins les visites. Et au niveau de tes projets de vie globaux, donc pas forcément en investissement, mais c'est quoi tes prochains objectifs de vie? Bah écoute, actuellement là je suis en Slovaquie, donc un contrat d'un an, potentiellement deux, euh, puisqu'il est renouvelable. Euh, Après, pour le futur, je sais pas pourquoi, je sais que je vais finir proche d'Angers, parce que je suis vraiment attaché à notre région, mais c'est vrai que moi je vais avoir des opportunités professionnelles dans les grandes métropoles que je ne retrouverai pas à Angers, donc pourquoi pas Paris, la Suisse, on en a parlé, ou ouais, repartir à l'étranger, mais je sais pas, en vrai, là c'est vraiment le début de mon expérience en Slovaquie, donc, on verra par la suite. J'ai pensé aussi après mon VIE à faire une coupure de 3 mois en Asie. Je sais que j'ai quelques copains là-bas, donc aller les voir, faire une coupure et puis après se relancer dans une nouvelle aventure. Ah, ça peut être intéressant de refaire le plein d'énergie pour repartir Ouais. encore plus fort. Ouais, et puis surtout se poser les bonnes questions, parce que c'est vrai que dans la vie du quotidien, j'ai pas forcément le temps de réfléchir à mon avenir, tout ça. Donc je pense que ouais, de se poser et puis de savoir où on repart, ça peut être bien. Ouais, franchement, c'est une très bonne chose. Est-ce que t'aimerais entreprendre, toi, peut-être dans le futur? Bah, de plus en plus, alors effectivement l'immobilier c'est déjà une forme d'entrepreneuriat, donc j'ai pu voir que ça me plaisait déjà pas mal de mener des projets. Mon père est aussi entrepreneur, donc je vois un petit peu les concessions qu'on peut faire, et je suis plutôt ok avec tout ça. Après entreprendre tout seul, j'aurais un peu de mal aujourd'hui.
Je pense qu'il suffit de rencontrer une ou deux bonnes personnes dans ton mindset, une bonne idée et tu peux y aller. Après, j'aurais quand même du mal à entreprendre solo. Je pense que entreprendre à plusieurs en s'apportant les compétences, euh, ça permet aussi d'avancer un peu plus loin et c'est quand même plus motivant. Donc, il suffit après d'une ou deux rencontres de personnes dans le même mindset que toi pour créer quelque chose ou reprendre une boîte. En tout cas, c'est une envie que j'ai de plus en plus. Euh, à voir par la suite si les opportunités se présentent, si des nouvelles idées émergent. Mais, euh, mais oui, effectivement, je suis attiré par l'entrepreneuriat. À quel âge, toi, idéalement, tu voudrais arrêter ton activité professionnelle? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est sur des projections qui m'inquiètent, mais qui sont essentielles à l'économie, hein. 65, on va finir à 70 ans, voire plus. Donc voilà, moi je pense que je m'arrêterai jamais. Mais déjà, si à 50 ans, je peux arrêter de travailler et puis me concentrer sur mes projets, ou alors sur d'autres projets, peut-être plus caritatifs ou des trucs euh, qui apportent vraiment un sens, euh, ça peut être intéressant. Ok, super. Donc maintenant, on va être dans un axe un peu plus général. Tout à l'heure, dans le podcast précédent qu'on a tourné ensemble, on parlait de l'organisation du compte en banque, moi pour la Suisse. Du coup, je me demandais pour toi en Slovaquie, comment ça marche. Est-ce que tu as un compte en Slovaquie? Non. Et puis on m'a dit que les comptes en Slovaquie étaient moins intéressants que les comptes en Suisse. Donc non, non, j'en ai pas. À l'inverse de toi. Parce que j'en ai pas la nécessité. Déjà, c'est la même monnaie, c'est l'euro. Donc, je garde mon compte au Crédit Agricole, qui reste ma banque principale pour tout ce qui va être mes livrets et mes emprunts. Après, au quotidien, je suis chez Boursorama. Donc, c'est ici que je reçois mon salaire slovaque et que je fais mes dépenses quotidiennes, où j'ai mon PEA, euh, un autre compte épargne aussi. Je trouve que l'application est quand même pas mal. Après, j'ai quelques néobanques pour des comptes en commun et puis des paiements à l'étranger, donc Revolut comme toi, et puis Waze. Euh, voilà. Ok, très bien. Et étant donné que toi, tu as un attrait particulier, on va dire, pour la géopolitique, qu'est-ce que toi, tu penses du contexte politique actuel? Est-ce que ça influence tes investissements? Non, ça n'influence pas directement mes investissements. Maintenant, je regarde, notamment maintenant que je suis un petit peu dans l'immobilier, tout ce qui va être fiscal, ça peut vite impacter. euh, Ce qui est un peu différent sur les marchés boursiers. Mais non, je fais un petit peu de veille. Euh, Après, je pense que en ce moment, c'est vrai que la politique, c'est un peu un sketch et que dans tous les cas, tu pourras jamais compter sur les décisions d'un tel ou d'un tel pour commencer à construire euh, ton patrimoine. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui dépend de toi-même. Et même si un jour on a, je sais pas, Mélenchon ou Le Pen ou autre, ou Zemmour dans les extrêmes, eh ben, il y aura toujours possibilité euh, de créer son patrimoine et puis d'avoir des opportunités, hein. Mais après, oui, d'un point de vue personnel, en tout cas, j'attends rien des politiques. Euh, Même, je m'en fous un petit peu quel bord politique serait élu ou pas. Je pense que ça, c'est vraiment autre chose. Il y aura toujours des opportunités et on peut compter que sur nous-mêmes pour nos investissements, pas du tout sur la politique en place, quel que soit le bord politique. Ok, super. Toi, qu'est-ce que tu penses de l'importance de ton entourage sur ton mindset? Alors c'est vrai qu'on dit qu'on n'est que le miroir des 5 personnes que l'on fréquente le plus. Je pense que c'est vrai. Après, moi, mon entourage n'était pas. Enfin, je connaissais aucune personne de mon entourage qui était à fond dans l'investissement comme ça. Euh, mais je pense que c'est hyper important. Euh, Aussi, une manière de s'entourer, c'est d'écouter les bonnes personnes, que ce soit sur YouTube, les réseaux sociaux, bien se former. Sur YouTube, par exemple, bah, moi j'écoute sur ce qui va être les sujets boursiers, ça va être
Roman Payet ou Xavier Delmas qui sont très, très intéressants. Sur l'immobilier, j'ai quelques mentors en fait, hein, Yann Darwin ou Livebox. En crypto, ça va être Asher. Je pense que c'est important d'avoir ces mentors-là, même si on n'a pas vraiment un entourage pro-investissement. Euh, c'est important de se retrouver et c'est aussi la force des réseaux sociaux aujourd'hui. On peut, euh, on peut communiquer et écouter du contenu de partout, que ce soit investissement ou autre sujet. Mais c'est aussi agréable d'avoir une personne comme toi avec lequel on peut échanger au quotidien sur ces sujets-là, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est un monde hyper intéressant et on aime bien discuter de ça au quotidien et ça peut nous apporter du positif. Le fait d'avoir des fois des avis divergents, on peut débattre un peu et c'est toujours intéressant de débattre à ces sujets. Faut pas se fermer à nos propres idées finalement. Est-ce que toi, du coup, dans ton entourage, est-ce que tu as des personnes qui investissent du coup ou pas du tout? Bah, ma copine, parce que euh, je l'ai mise dans les investissements, en tout cas boursiers. Après, après peut-être, oui, des potes d'école, mais qui ne sont plus forcément dans mon entourage quotidien. Non, très peu. Très peu. Après, dans l'immobilier, on connaît tous des gens qui ont investi dans l'immobilier. Du coup, actuellement, tu vis à Bratislava avec ta copine. Comment vous organisez vos dépenses quotidiennes tous les deux? Bah, c'est plutôt très simple. En fait, on a un compte en commun pour les dépenses communes. Et puis après, bah, chacun fait ce qu'il veut de ses sous. Et puis, bah, je pense que c'est la situation la plus saine. Parce qu'on voulait pas tout mélanger. Garder aussi une forme de liberté pour s'acheter ce qu'on veut. Donc, ouais, on a un compte en commun pour tout ce qui va être bouffe et loyer. Et puis, bah, après, chacun paye ce qu'il veut, quoi. Un point qui peut être intéressant, toi qui connais bien l'investissement et la puissance des intérêts composés, est-ce que t'as pensé à une action à mettre en place pour aider peut-être tes futurs enfants dans la vie? Peut-être investir pour eux durant leur enfance? Est-ce que t'as pensé à ça? Ouais, j'ai déjà réfléchi. En fait, moi, je leur ouvrirai un compte titre dès la naissance. Donc pas à leur nom, en fait, tu l'ouvres à ton nom, c'est plus simple. Et puis tous les mois, tu mets une certaine somme. Et en fait, je lui donnerai cet argent-là à 18 ans. Donc t'imagines, tu as de 0 à 18 ans, tu as 18 ans d'investissement. Euh, les intérêts composés ont le temps de fonctionner. Donc voilà, et en fait c'est non imposable, et ça je trouve qu'on n'en parle pas assez. Euh, Déjà il y a un droit de donation qui est à hauteur de 100 000 euros tous les 15 ans par enfant euh, qu'on peut donner. Et en fait, par exemple, admettons, là je mets en bourse de 0 à 18 ans, j'ai mis 20 000 euros en bourse, et avec les intérêts, on est à 50 000 euros. Et ben en fait, je transmets ça à mon enfant. Moi, si j'avais du coup revendu ça, et ben, j'aurais payé un impôt sur 30 000 euros de plus-value. Et ben là, le fait que tu transmettes ça à ton enfant, et ben, t'es pas imposé dessus. Donc lui, il va toucher directement 50 000 euros. Et en fait, ce qui va lui permettre, il pourra faire ce qu'il veut. S'il veut faire des études, 5 ans d'école de commerce, il pourra. S'il veut pas faire d'études et monter sa boîte, bah, il aura un super apport, il pourra. S'il veut voyager, bah, il pourra. Voilà, il a en quelque sorte un début de liberté, quoi, dès le départ. Et je pense que tout le monde n'a pas cette chance-là au début, quoi. Ouais, et il faut peut-être mentionner aussi que le fait de battre l'inflation, ça sera vraiment un game changer. Donc si tu mets pendant 18 ans ton argent sur un livret qui sera automatiquement en dessous de l'inflation, ton argent va perdre de la valeur automatiquement sans t'en rendre compte finalement. Alors que là, dans ton cas, si tu veux investir et faire une performance basique de marché, déjà, tu vas battre l'inflation et là, ton enfant, il va partir avec de très bonnes bases dans sa vie adulte. Exactement. Est-ce que toi, du coup, t'as des fichiers de traçabilité un peu pour tes finances? Alors, pour mes dépenses quotidiennes, comme je t'ai dit, c'est pas quelque chose que je suis du tout, sans être un hyper dépensier. Et en faisant aussi un petit peu attention. Mais sinon, en bourse, en fait, grâce à la méthode que je suis, je suis parti d'une communauté, celle de Romain Payet, et en fait, il a mis en place des outils pour suivre très facilement ses performances en bourse.
Juste en important ces relevés de compte. Donc j'ai pas de fichier Excel pour ça, hein, tout est automatique, donc c'est vraiment hyper simple. En immobilier, j'ai juste mes fichiers Excel pour calculer la rentabilité de mon bien. Et puis après, ce que je vois, c'est ouais, je contrôle ce qui sort du compte de la société, mais ce que je vois, c'est la trésorerie qui me reste. Euh, mais je sais te dire à peu près combien a de rendement cet appartement-là et combien a de rendement le deuxième grâce à mes fichiers Excel. Et sinon, voilà, au niveau des cryptos, comme je te l'ai dit, là, je suis rien du tout, là. Ok, donc à ce niveau-là, c'est simple mais efficace et suffisant pour toi, donc très bien. Et globalement, est-ce que tu es satisfait de ta situation financière actuellement? Eh bien, je suis un petit peu comme toi, on en a parlé dans le podcast précédent. Euh, j'ai du mal à me contenter de ce que j'ai. Après, si je prends du recul, et sans se comparer aux autres, parce que je pense qu'il faut se comparer qu'à soi-même dans l'investissement, si je regarde 5 ans en arrière, oui, je suis globalement satisfait. Même si j'ai toujours envie de faire plus et de faire mieux, je suis satisfait aujourd'hui de ma performance et de ma situation financière. Ok, bah super. Et globalement, est-ce que tu peux dire que tu es heureux actuellement? Bah, étant donné que j'ai emménagé avec ma copine depuis peu en Slovaquie, que je découvre pas mal de trucs, des nouveaux potes, des nouveaux endroits, euh, pas mal, euh, pas mal de voyages. Là, c'est les périodes de Noël, de fêtes, je revois ma famille, donc ouais, actuellement, je suis heureux. Ah super, c'est le principal. Donc qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? Et bah écoute, je pensais dire un nouvel investissement immobilier, mais ça t'as pas besoin de me le souhaiter parce que je vais le faire, mais si tu peux me souhaiter la santé, c'est déjà une bonne chose. Et bah c'est tout ce que je te souhaite. Et donc c'est la fin de ce podcast. Merci à tous de nous avoir écoutés et j'espère que vous serez assez indulgents. C'est notre premier podcast à tous les deux, donc première fois qu'on organise un peu le setup, etc. En tout cas, on a pris du plaisir durant cette journée de tournage et on espère peut-être faire d'autres podcasts dans le futur. Ouais. Je pensais pas que c'était aussi épuisant. Ça, je suis épuisé. C'est vrai. Faut dire qu'on a fait une journée de 5 heures de tournage sans pause, donc c'est vrai que peut-être qu'à la fin du podcast, vous allez entendre un peu de fatigue dans nos voix, c'est possible. Allez, ciao. Allez, à la prochaine, topette.